Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. À la recherche de la paix durable à Sokodé, les femmes de la ville sont invitées à s'affirmer dans leur rôle d'apaisement et de réconciliation pour le développement de leur localité. On va le voir dans ce journal. Les Libériens ont voté ce mardi pour le second tour de la présidentielle. La confrontation Weah-Boakai s'est déroulée dans le calme avec une participation moins importante qu'au premier tour le 10 octobre dernier. Le dépouillement est en cours. Je vous le disais en titre, passer par la femme pour ramener l'apaisement, sinon la paix là où elle est menacée. Après la vague de violence que Sokodé a connue récemment, l'ONG Dimension Humaine a rencontré ce week-end les femmes de la ville pour leur rappeler la place de choix qu'elles occupent dans le processus de maintien de la paix durable et du développement. L'initiative a été effective grâce au soutien financier et technique de l'ambassade des États-Unis au Togo. La marque Bodiona nous en parle. La ville de Sokodé a connu ces derniers mois des manifestations politiques émaillées de violence. Le tissu social de la préfecture de Tchaoudjo a accusé le coup. C'est pour corriger le tir que l'ONG Dimension Humaine, avec l'appui financier et technique de l'ambassade des USA au Togo, a entrepris de sensibiliser les femmes de cette préfecture pour restaurer la paix et la sérénité indispensables au bien-être des populations et au développement durable. Sokodé a traversé une période très difficile ces derniers mois et maintenant la situation se calme un peu et nous pensons que c'est le moment d'encourager les gens de s'asseoir et dialoguer et heureusement nous avons des partenaires excellents ici. Il y a l'ONG Dimension Humaine avec qui nous travaillons depuis longtemps pour la promotion des femmes dans l'entrepreneuriat et la promotion de paix. Donc nos collaborateurs ont organisé cet atelier aujourd'hui et je suis très fier d'être ici, je suis très honoré d'être ici pour lancer l'atelier. Et nous espérons que ça va commencer un dialogue pour examiner les problèmes de la communauté parce que nous pensons que les solutions restent ici et les citoyens de la communauté, ils ont les solutions ici. Si on peut avoir un dialogue et chercher des solutions ensemble. Donc ça c'est notre petite contribution. Cette réunion de sensibilisation s'inscrit dans le cadre des activités de prévention des violences et de promotion de la paix qu'a entrepris l'ambassade des USA au Togo en collaboration avec le cabinet SEMA. En ouvrant les travaux de cette réunion, le préfet de Tchaoudjo Mompion Matiendou a, au nom du ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, fait mention de l'importance qu'accorde le gouvernement aux efforts complémentaires consentis par les partenaires pour une consolidation plus accrue de la paix. Et pour suivre ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition envisage d'organiser des marches pacifiques suivies de meetings à Lomé et dans certaines villes et localités du pays les 27, 28 et 30 décembre 2017, conformément aux itinéraires, points de départ et chutes convenus entre les organisateurs et le ministère chargé de l'administration territoriale. Comme d'habitude, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour permettre à ces manifestations de rue de se dérouler dans de bonnes conditions sous l'encadrement et l'accompagnement des forces de sécurité. Toutefois, en dépit de ces efforts du gouvernement, des sources concordantes et dignes de bonne foi font état de ce que certains responsables d'un parti politique membre de la coalition ont instruit leurs militants pour poser des actes de nature à troubler l'ordre public dans le but de provoquer des affrontements avec les forces de sécurité. C'est ainsi qu'il a été demandé, d'une part, à certains manifestants à Lomé de quitter les itinéraires prescrits pour se retrouver sur certains points sensibles. D'autre part, certains manifestants de l'intérieur du pays ont reçu pour consigne de perturber la circulation sur la route nationale numéro 1. Au regard de ce qui précède, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile tient à rappeler à tous les acteurs qu'aucun acte contraire à l'esprit pacifique des manifestations de rue et à ce qui est convenu entre l'administration et les organisateurs ne sera toléré.
Toutes les dispositions seront prises pour qu'en tout état de cause, force reste à la loi. Pour 2018, le Togo fonctionnera sur un budget qui s'établit, vous le savez, en dépenses et en recettes à 1321,9 milliards de francs. C'est un budget qui ouvre la voie à de nombreuses perspectives dans un contexte économique national en plein mouvement. Voyons cela dans ce dossier de Augustin Kossi. Je vous annonçais donc ce sujet relatif au budget exercice 2018, les perspectives de ce budget. Nous en parlerons sans doute dans le courant de ce journal. Et pour soutenir en fait le Togo dans sa dynamique actuelle d'émergence, la Banque mondiale met plus de 58 milliards de francs CFA. Les fonds vont servir à la promotion de la gouvernance économique et le soutien aux investissements dans le secteur de l'énergie, le renforcement de la gestion fiscale, ainsi que la réforme et entrée aux infrastructures. Ainsi, 3 accords de financement ont été signés. Les détails avec Tabitha Akakou. Les nouveaux financements concernent 3 importants projets qui ont été approuvés par le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale au cours des 3 derniers mois. Il s'agit notamment du projet de gouvernance économique approuvé le 3 octobre 2017 et financé par un don de 15 millions de dollars, soit plus de 8 milliards de francs CFA, et qui vise à renforcer la gestion des investissements publics, la mobilisation des recettes intérieures, la responsabilité de l'État et les mécanismes de suivi dans le but d'améliorer la qualité des services dans les secteurs prioritaires. Outre ces aspects, le projet va impliquer des organisations de la société civile pour accroître la responsabilité et la redevabilité des agents publics, promouvoir l'engagement citoyen dans le processus d'établissement et d'exécution du budget et recueillir les observations des usagers sur la qualité et l'accessibilité des services publics dans les secteurs prioritaires. En ce qui concerne le projet de réforme et d'investissement dans le secteur de l'énergie, approuvé le 20 décembre 2017 et soutenu par un crédit de 35 millions de dollars, soit près de 20 milliards de francs CFA, il va contribuer à améliorer l'environnement institutionnel et la soutenabilité financière du secteur de l'énergie au Togo. Le PRISET aura pour mission de renforcer et d'étendre le réseau électrique dans la ville de Lomé et sa banlieue et de faciliter les investissements privés dans la production d'énergie. Nous allons donc renforcer l'accès pour un assez important nombre de résidents au Grand Lomé. Et c'est un projet que nous faisons en partenariat, disons, avec des financements parallèles de l'Union européenne et de l'Agence française de développement. Ça rentre dans le cadre du programme du ministère de l'énergie et des mines pour renforcer la distribution et l'accès de l'énergie au Togo. Ça va avoir des impacts immédiats sur le taux d'accès à Lomé pour les populations. C'est vraiment pour appuyer la mise en place des réformes, comme j'ai dit, sur la fiscalité. Donc, par exemple, certaines réformes ont déjà été prises. Donc, l'octroi des licences aux FAI, à plusieurs FAI, qui ont été faites cette année, ce sont des réformes qui ont été appuyées par ce appui budgétaire. L'objectif ultime, c'est vraiment de réduire les coûts de télécommunications. Le programme d'appui à la gestion fiscale et aux réformes ayant trait aux infrastructures, approuvé pour un montant de 30 milliards de francs CFA sous forme de dons, financera l'adoption de mesures visant à améliorer l'administration et les politiques fiscales, dont notamment la simplification et la réduction des règles et exonérations, ainsi que la facilitation de l'acquittement de l'impôt à des dispositifs de paiement mobile ou en ligne. Il contribuera également à l'amélioration des performances des secteurs de l'énergie et des technologies de l'information et de la communication TIC. Le packaging donne de la valeur à un produit. Ainsi, des femmes transformatrices de riz étuvé des régions centrales et des plateaux ont été formées en technique d'emballage et de conditionnement de leurs produits. Elles ont désormais à leur disposition des outils qui devraient renforcer l'attrait à la consommation locale et aussi, par conséquent, booster le potentiel de production. Retrouvons Sylvain Rabouzou, notre correspondant dans les plateaux, pour le compte-rendu de cette formation qui s'est tenue à Atakpamé. Des groupements de femmes transformatrices du riz à l'école d'amélioration
des conditions de production et de commercialisation du riz étuvé. Une formation pour orienter les femmes en matière de bonnes pratiques en vue de les amener à améliorer les conditions hygiéniques, d'emballage et de conditionnement, histoire de leur permettre de bien commercialiser leurs produits. On nous a appris l'hygiène, ce qu'il faut faire et dans quelles conditions il faut se mettre avant de manipuler le produit qu'on veut présenter aux consommateurs. Ce que nous cultivons, il faut qu'on consomme ça. Avec cette formation, on nous a appris comment transformer et comment améliorer le produit. L'initiative est d'assurer une amélioration des revenus des femmes transformatrices du riz étuvé pour la promotion de l'agriculture avec l'introduction de nouvelles techniques et pratiques de production. Une fois ce riz est étuvé, qu'on emballe également bien. Donc, elles reçoivent également la formation sur le système d'emballage, comment emballer et attirer les clients. Donc voilà un ensemble de points sur lesquels nous sommes en train d'échanger avec ces producteurs pour qu'ils améliorent leurs produits afin de les mettre sur le marché. L'ambition est d'accompagner les femmes dans cette initiative pour encourager la consommation locale, estimée à 40%, et surtout stimuler les femmes transformatrices à améliorer leurs performances en matière de production, créer un circuit de commercialisation répondant à la demande du marché local. Et toujours dans la région des plateaux, les acteurs intervenant dans les activités de pêche ont repensé leur système de fonctionnement. C'était à l'occasion d'une assemblée générale qui leur a ainsi ouvert les portes de l'Union régionale de coopératives de pêche et aquaculture des plateaux. Les détails avec Sylvain Aboudou. Ils sont des acteurs du secteur halieutique et interviennent sur le lac artificiel Nangbeto. Ces pêcheurs, pisciculteurs, mareyeuses et transformatrices de poissons ont décidé de se mettre ensemble au sein d'une société coopérative. Ce qui motive cette assemblée générale constitutive pour une meilleure structuration de leurs activités. Cette démarche va également leur permettre d'intégrer facilement l'Union régionale de coopératives de pêche et aquaculture des plateaux. Une union régionale qui se veut une plateforme d'échange entre acteurs du secteur halieutique pour dynamiser davantage les activités de pêche. C'est un organe qu'on a vraiment essayé de faire, nous les acteurs de pêche de plateau, pour que notre filière aille de l'avant. Que toujours cette filière est vraiment ignorée et nous les acteurs on a essayé de réfléchir pour créer cette association. Les objectifs spécifiques, c'est que dans chaque région, aujourd'hui, il y a des unions qui vont se prendre en charge et parler d'une seule voix et défendre leurs intérêts au niveau régional avant de venir au plan national continuer les mêmes défenses d'intérêts. C'est donc une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre pour ces pêcheurs des plateaux avec la mise sur pied d'un bureau devant conduire la société coopérative pour son rayonnement. Ceci pour non seulement la relance du secteur, mais aussi un engagement pour contribuer au bien-être des pêcheurs pour un développement intégral et économique du Togo. Porter un projet noble, c'est bien. Pouvoir rassembler les ressources pour l'exécuter, c'est encore mieux. Alors, comment mobiliser les ressources en faveur de la planification familiale? Les principaux acteurs des communes de la partie nord du Togo sont outillés désormais. Ils ont été formés par le réseau des champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé au Togo. On voit cela avec Nestor Mouzou. Le Togo s'est engagé à réduire la mortalité maternelle en opérant un repositionnement par rapport à la planification familiale. Dans cette optique, il a été mis en place le réseau des champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé. Le SCP-FAS met son expertise au service des principaux acteurs des communes du Togo. À cette rencontre, ce sont ceux des régions centrales, Kara et Savane, qui se sont retrouvés pour un renforcement de capacités en matière de plaidoyer pour mobiliser les ressources financières au profit de la planification familiale. Le réseau des champions en plaidoyer pour le financement de la santé au Togo, pour accompagner et aider le gouvernement à atteindre ses objectifs, ses engagements, est allé dans les communes de Kara, Sokodé et Lomé pour faire le plaidoyer, pour que chaque commune puisse allouer 5% de son budget à la planification familiale. Les maires ont signé un engagement pour la planification familiale à partir de l'année 2018 pour
accompagner ces communes dans cette allocation, on a jugé bon de les former en utilisant l'approche AFP Smart pour mobiliser des ressources dans leur commune. AFP Smart, c'est une approche de plaidoyer qu'on utilise pour avoir un gain rapide lorsqu'on a un objectif à atteindre. Les bénéficiaires de la session de formation ont bien perçu l'intérêt de la rencontre. Nul n'ignore aujourd'hui le nombre de décès liés aux femmes enceintes dans notre pays. Le gouvernement seul ne peut pas vraiment juguler seul le problème. Et donc ce réseau a pensé impliquer les collectivités locales que nous sommes. Et donc je trouve que c'est un atelier qui nous permettra en réalité de nous engager au profit de la santé maternelle au Togo. Le réseau des champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé a vu le jour en 2012 suite au sommet d'Abuja au Nigeria des chefs d'État de la CEDEAO sur la santé. Ce réseau existe dans tous les pays de la CEDEAO sauf le Cap-Vert. Il est mis en place avec l'appui de l'OAS, Organisation ouest-africaine pour la santé. Et l'association togolaise pour le bien-être familial, pour sa part, ambitionne de mobiliser les fonds pour répondre aux besoins sanitaires des femmes et des enfants vulnérables. La TBF a lancé la semaine dernière à Lomé l'initiative citoyenne africaine ICA. Résumé de ce lancement avec Lucassi. Les associations caritatives intervenant dans le domaine sanitaire éprouvent de plus en plus des difficultés pour avoir accès aux ressources internationales pouvant leur permettre de renforcer les programmes de santé à l'endroit des populations. Pour solutionner en partie ce problème, l'association togolaise pour le bien-être familial ATBEF, affiliée à la Fédération internationale pour la planification familiale IPPF, Région Afrique, mène une campagne de mobilisation de fonds et de marketing de pair à pair dénommée Initiative citoyenne africaine pour avoir plus de moyens d'action. C'est la mobilisation des fonds. La mobilisation des fonds pour un engagement plus fort pour aider à la promotion de la santé des mères et des enfants. Il y a une fiche d'engagement de volontaires, de dons volontaires, $50, 50 000, 25 000, 10 000, selon la capacité ou le bon vouloir, ce que votre cœur vous dit, de pouvoir donner pour que la santé de la femme soit améliorée au Togo, la santé de l'enfant également. Cette campagne étendue sur 5 ans cible aussi bien les acteurs, sympathisants et organisations épousant la vision de la TBEF, celle de garantir à toute personne des droits en matière de santé sexuelle et reproductive et un accès aux services de qualité sans discrimination. Et hors du Togo, le Libéria a voté ce mardi pour le second tour de l'élection présidentielle, une élection perturbée par des semaines d'imbroglio juridique. Suite au vote du 10 octobre dernier, c'est l'ex-star du foot, Georges Weah, arrivé en tête, et le vice-président sortant, Joseph Boakai, qui s'affrontaient aujourd'hui. L'élection s'est déroulée dans le calme et les observateurs internationaux ont salué le scrutin, même si le taux de participation semble en baisse. Et le dépouillement est en cours. M. Weah part favori pour cette première transition démocratique dans le pays, suivant ce sujet réalisé en mi-journée alors que le vote se déroulait encore. Les Libériens aux urnes ce mardi pour le compte du deuxième tour de l'élection présidentielle. Le premier tour tenu le 10 octobre dernier a permis de départager ici Georges Weah 38% et Joseph Boakai 28% de voix. Après 2 échecs dans les élections présidentielles, l'ancien footballeur et sénateur Georges Weah est donné favori. L'ancienne gloire du football rassure. Quelque chose est sur le point de se produire ce mardi. Ce mardi sera un jour historique. Pour les militants de la coalition pour le changement démocratique, la victoire semble déjà acquise. Il est temps pour nous d'expulser le cartel politique à la tête de notre pays.
Les gens doivent sentir qu'ils sont aux commandes. Il est temps de montrer que sans eux, ce pays peut toujours aller de l'avant. Les partisans de George Weah accusent son adversaire Joseph Boakai, vice-président, de mauvaise gouvernance. Face aux critiques, il met en avant son expérience. Pendant des années, j'ai observé attentivement la situation du pays, même quand elle était difficile. Je connais les besoins de ce pays. Je sais que cette économie peut se redresser. Plus de 2 millions d'électeurs sont attendus dans les urnes pour choisir le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf. Les résultats seront connus à la fin de cette semaine, une promesse de la commission électorale. Et le dépouillement donc pour cette élection se poursuit toujours. De plus en plus de jeunes Africains vont rechercher leur Eldorado en Europe au prix d'aventures le plus souvent dangereuses. Les dispositions aujourd'hui mises en place pour lutter contre l'immigration par les eaux de la Méditerranée vers l'Europe bloquent ces jeunes aux portes de sortie au nord de l'Afrique. Ainsi, le Maroc, autrefois pays de transit, devient aujourd'hui un pays d'accueil. Comme pour ce jeune Sénégalais, dont nous vous proposons de découvrir l'histoire avec Tabitha Akapou. Selon un récent rapport du Centre de réflexion marocain OCP, sur 10 migrants ouest-africains, 7 restent sur le continent en s'enracinant dans différents pays sur leur route. Tout le monde a le droit d'aller dans un autre pays pour tenter sa chance. Faute de pouvoir passer en Europe, Aliou Ndiaye s'est installé au Maroc comme d'autres migrants en quête d'une vie meilleure. Je considère que le Maroc, c'est un pays dans lequel j'ai le droit aussi, les facilités de gagner ma vie. Je n'ai pas la chance d'avoir un emploi dans ce pays, mais j'ai fini par me créer un emploi pour essayer d'acheter quelques bijoux faisant marchand ambulant partout dans les rues, comme le font les autres amis, pour essayer de survivre. Beaucoup visent l'Europe, mais certains finissent par rester sur le continent pour gagner leur vie. Moi, j'ai entendu à la radio donc, le roi dire qu'il faut faciliter donc, les papiers, mais j'ai comme l'impression que ça n'a pas été entendu. Donc, c'est très difficile maintenant d'avoir les cartes de séjour. Et puis, il y a beaucoup de jeunes qui sont là depuis des années et qui n'arrivent toujours pas à obtenir ce fameux sésame. C'est le pays le plus accueillant d'Afrique. Parce que j'ai fait la Tunisie, j'ai fait le Sénégal, la Mauritanie, un peu par-ci par-là. C'est ici au Maroc donc, que je trouve plus de diversité des nationalités. Et les gens sont un peu libres ici par rapport à d'autres pays. Les autorités marocaines ont basculé une approche sécuritaire qui criminalisait l'immigration clandestine à un discours d'intégration. La politique actuelle consiste à dégager les migrants des zones frontalières pour les dispatcher dans les grandes villes. Une grande panne d'électricité a privé samedi dernier, veille de Noël, plusieurs quartiers de Lomé d'électricité. Le directeur de la CET était sur le plateau du journal de 13h de la TVT aujourd'hui pour des explications. Il était interrogé par Edem Sousoukbo. Nous vous en proposons un extrait. Décembre 2017, la veille de Noël, à 12h40, la CET a enregistré un grave incident à proximité de son poste électrique de Lomé à Kosovo, et cet incident a entraîné la suspension de la fourniture de l'énergie électrique sur une grande partie de la ville de Lomé et l'ensemble de la ville de Tchévier. Les parties concernées pour la ville de Lomé sont Agouenivé, Avenou, Gakli, Adido Gomé. Les travaux de réparation ont aussitôt été entrepris et se sont poursuivis jusqu'à 7 h du matin pour le lendemain. Les zones affectées ont été réalimentées au fur et à mesure de l'avancement des travaux à partir de 19 h du jour de l'incident jusqu'à 6 h du lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé? Les recherches pour identifier les causes et l'origine de cet incident ont abouti au constat suivant. Il s'agit d'une explosion d'une boîte de jonction. Nous appelons boîte de jonction et le matériel qui permet de raccorder deux câbles ensemble. Donc cette boîte de jonction a explosé, suivi d'un incendie qui s'est propagé sur les autres câbles sains qui sont à proximité de ce câble-là. Dès le constat de cet incendie, une équipe de la CET s'est spontanément mobilisée pour d'abord maîtriser l'incendie et venir avec la logistique appropriée afin de procéder aux réparations nécessaires et réalimenter les zones affectées. C'est mieux pour nous
présenter nos excuses les plus sincères à tous ceux qui ont subi ces désagréments la veille de la fête de Noël et de rassurer par la même occasion la population que toutes les mesures sont en train d'être prises pour éviter de tels désagréments les jours à venir. Monsieur le directeur, excusez-moi, et quelle est la situation à l'heure où nous parlons? Est-ce que toutes les localités maintenant disposent du courant électrique? À l'heure où nous parlons, toutes les localités disposent de courant électrique sur toute l'étendue du pays. Quel message vous avez aujourd'hui concrètement à l'endroit de ceux qui ont subi ce désagrément? Pour ceux qui ont subi ce désagrément, nous-mêmes nous avons été très affectés parce que nous avons l'impression de ne pas, le sentiment plutôt de ne pas avoir été à la hauteur de leur attente. Et nous nous en excusions et nous profitons aussi pour solliciter avec humilité leur indulgence vis-à-vis des équipes techniques qui n'ont jamais ménagé leurs efforts pour pouvoir fournir de l'énergie électrique 24 heures sur 24 à la population. Mais je voudrais rappeler qu'il y a un espoir et la CET, avec l'appui du gouvernement, a obtenu un financement pour réhabiliter, moderniser et renforcer les infrastructures électriques de la grande ville de Lomé. Voilà, justement, j'allais demander quelles sont les dispositions que vous avez prises, vous êtes en train de prendre pour que ces cas n'arrivent plus. Effectivement, nous venons de boucler un financement avec la Banque mondiale. D'autres financements vont suivre pour complètement moderniser les installations électriques de la grande ville de Lomé et éviter de tels désagréments à l'avenir. Aujourd'hui, compte tenu du vieillissement des équipements, nous ne pouvons pas maîtriser la survenance des incidents, mais nous nous attelons plutôt à réagir de façon très rapide pour pouvoir procéder aux réparations. Pour dire, nous sommes plutôt à la phase de réactivité suite aux incidents, mais dans un avenir proche, il n'y aura pratiquement plus de ces désagréments sur les infrastructures de la ville de Lomé. D'accord, merci beaucoup, monsieur le directeur général. C'était donc le directeur général de la CET dans le journal de 13h aujourd'hui sur la TVT pour des explications sur la panne qui a paralysé, qui a privé de courant électrique plusieurs quartiers de Lomé et la ville de Tchéviers samedi dernier, veille de Noël. Mais la fête a bien eu lieu hier, hier jour de Noël, a connu d'ailleurs l'apothéose du concours national Message de Noël. L'événement organisé par Nana Média Culture est placé sous le haut parrainage du président de la République et était à sa 12e édition et la thématique cette année invite à l'engagement de tous pour une citoyenneté participative des enfants. Et la cérémonie a connu la présence de la ministre de l'Action sociale. Voyons cela avec Fafa Dalmeda et Nathalie Panayé. C'est dans une ambiance festive de la Nativité du Christ que le concours Message de Noël a connu son apothéose ce 25 décembre au Palais des Congrès de Lomé. Au cours de cet événement qui rassemble des milliers d'enfants du Togo et des pays voisins, des cadeaux, des distinctions aux lauréats de cette 12e édition et un diplôme d'honneur à l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Togo. Dans mon message, j'ai proposé quelques solutions parlant de la citoyenneté participative des enfants. Et ces solutions sont de créer des assemblées politiques pour les enfants afin de les amener à mieux comprendre les choses politiques et économiques. Nous avons amené le lauréat en 2015 en Égypte et toujours un plaisir aussi d'amener nos enfants ici pour partager la culture et aussi les traditions. Promouvoir les valeurs républicaines et citoyennes, gage d'un bon vivre ensemble au sein d'une nation. Tel est le but visé par Nana Média Culture et ses partenaires en mettant l'accent sur le thème « Engageons-nous pour une citoyenneté participative des enfants ». Jusque-là, le concours a occupé les enfants, donc la tranche de 7 ou moins de 18 ans. Et nous avons estimé que la relève de demain, c'est avant tout les jeunes et qu'il faudrait les intégrer. C'est ce que nous avons fait. C'est pour que les jeunes puissent également participer à la vie sociopolitique de la nation et en prenant part aux prises de décision.
Message de Noël, c'est donc une occasion pour les enfants de s'exprimer à travers des messages, dessins, peintures, sketchs, chants et slams pour interpeller parents et autorités politiques sur des préoccupations qui sont les leurs. Les messages que vous avez délivrés sur le thème « Engageons-nous pour une citoyenneté participative des enfants » sont riches de sens et démontrent à quel point vous aspirez à plus de paix pour un bon vivre ensemble dans notre pays. Vous avez démontré que vous êtes de vrais patriotes, que vous aimez notre cher pays, le Togo. Vous vous êtes engagés à respecter les biens publics. Nous, parents et décideurs, sommes fiers de vous. Tout en mentionnant l'intérêt que le chef de l'État, parrain de cet événement, porte aux préoccupations des enfants, le ministre de l'Action sociale a félicité cette jeunesse pour son engagement à construire le Togo de demain. Que nos paroles et nos actes soient des signes de foi. Et donc, si l'on vous demande combien êtes-vous, répondez, nous sommes un, car nos frères c'est nous. Et les périodes de fête connaissent très souvent des actes de malveillance comme celui-là sur lequel le ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et le ministre de la Santé, de la Protection sociale et le ministre du Commerce et du secteur privé conjointement attirent l'attention de tout un chacun. Ils sont un communiqué dont voici la teneur. Il nous a été donné de constater qu'un réseau d'individus mal intentionnés se faisant passer pour des inspecteurs sanitaires officiels de denrées alimentaires circulent sur les marchés pour escroquer les commerçants et commerçantes de la place. Les ministres rappellent ce qui suit. Le contrôle sanitaire des aliments sur les marchés relève du rôle régalien de l'État et ne peut être exercé par des privés. L'inspection sanitaire est gratuite sur les marchés publics et ne peut être assujettie à une quelconque redevance. L'équipe d'inspecteurs sanitaires doit être détentrice d'une carte professionnelle et ou d'un ordre de mission dûment signé par les autorités compétentes et devrait présenter ces documents avant tout contrôle. Les ministres invitent tous les opérateurs économiques à plus de vigilance et à dénoncer ces individus véreux. Il rassure la population que toutes les mesures sont prises pour démanteler et traduire ce réseau devant les juridictions compétentes. Les ministres saisissent cette occasion pour remercier tous les partenaires impliqués dans la lutte contre les imposteurs et contre toute autre forme de fraude visant à compromettre la vie des consommateurs, particulièrement en ces périodes de fin d'année. C'était donc un communiqué conjoint du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, du ministre de la Santé et de la Protection sociale et du ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé. La période de fin d'année rime aussi avec de nombreuses attractions. À Kara, depuis une dizaine de jours maintenant, c'est la foire commerciale et culturelle qui anime la ville. Une belle opportunité pour commerçants et consommateurs que nous vous proposons de redécouvrir dans ce sujet de Nestor Mouzou. Huitième édition du Carrefour commercial et culturel de Kara. Des opérateurs économiques se sont installés aux alentours de la maison des jeunes pour la foire de décembre. Tous ceux qui n'ont pas les moyens de se rendre à Lomé en vue de s'approvisionner pour les fêtes peuvent saisir la chance que leur offre le 3CK. Chaque année, les initiateurs de la foire lui trouvent un thème. L'événement est placé cette année sous le thème « Le Nord Togo, l'autre marché, vecteur de développement économique ». La roue du 3CK tourne, elle tourne dans la continuité, dans la diversité, avec des innovations pour permettre plus de fluidité des affaires, en s'ouvrant davantage au monde, car nous savons que nous vivons dans un monde planétaire. Et nous avons choisi le thème de cette année, le Nord du Togo, l'autre marché vecteur de développement économique. C'est réveiller la conscience des opérateurs économiques du Nord, leur dire que le commerce, c'est les anticipations, c'est l'ouverture, c'est le dynamisme, qu'ils ont assez de potentiel. Et que la plateforme que nous créons, qui est le 3CK, c'est pour leur permettre d'être en contact avec les autres opérateurs économiques venus d'ailleurs, notamment de Lomé, du Burkina Faso, du Bénin, du Niger. Il y aura des conférences thématiques, il y aura des concerts, il y aura des soirées discothèques, il y aura des B2B. Donc toute la panoplie d'activités qui est liée au 3CK habituellement seront reconduites.
à cette édition. Participer au 3CK, c'est saisir la perche pour sa visibilité. Bien d'opérateurs économiques l'ont compris, à l'instar du groupement des industries du Togo. Les industries du Togo ne peuvent qu'accompagner cet événement parce qu'il s'agit de la promotion également des petites et moyennes industries. C'est pour ça que nous sommes venus donner les conseils nécessaires à nos jeunes pour qu'ils puissent se prendre en main et qu'ils soient capables aujourd'hui d'anticiper et de créer davantage, de profiter des opportunités qu'il y a ici pour proposer des produits de qualité jusqu'au niveau du conditionnement en faisant justement preuve de créativité et davantage justement d'impulsion dans ce qu'ils ont choisi comme domaine d'activité. Plusieurs partenaires accompagnent les organisateurs du 3CK dans leurs initiatives. Depuis la 3e édition, l'événement a pour parrain le préfet de la COSA. Le colonel Badiba Oubakali, en lançant cette nouvelle édition, s'est réjoui de l'impact positif de la foire sur l'économie locale. Il a appelé les opérateurs économiques qui hésitent encore à emboîter les pas aux habitudes de ce rendez-vous dans leur propre intérêt et dans celui des populations de toute la région de l'Akara et même de toute la partie septentrionale du pays. Et ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le journal de l'économie avec Mathias Touglo et s'en suivra l'émission Santé d'abord avec Carole Péto. Passez une très belle soirée sur la télévision togolaise. À très bientôt.